Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, L'enfant sauvage. Lecture Roch Lebovici. Musique Charlie Nelson. Parvis du Sacré-Cœur, Paris 18e. Ici comme ailleurs, l'argent divisait le monde en 2 camps. Le camp de ceux qui le dépensaient et celui de ceux qui cherchaient à le gagner. Ceux qui empilaient les cadenas sur les grilles de protection et les photos sur leurs cartes SD. Ceux qui étalaient sur des couvertures sales les tours Eiffel lumineuses, les ballons en forme de cœur, les porte-clés, les bouteilles d'eau glacée. Ceux qui étaient en pantacourt, en short et sandales, enlacés à leurs compagnes, en mini-jupe et croque-top. Ceux qui étaient en pantalon de toile kaki, grosses baskets, t-shirt anonyme, et qui n'avaient pas de compagne. Ici, comme souvent, chaque camp se reconnaissait à sa couleur de peau, claire ou foncée. Arrivé à la gare routière de Bercy vers 7h ce samedi matin, Julien avait voyagé toute la nuit en bus depuis Quimper où l'avait déposé Dominique vendredi soir. Le bus était loin d'être complet et Julien avait réussi à dormir quelques heures, allongé sur la longue banquette du fond. Sommeil agité et inconfortable, investi de rêves bizarres, tous ayant trait à sa jeunesse. Le collège, les copains, le déménagement porte d'Auteuil et le cauchemar de l'adolescence, Aujac et ses années à faire le berger, tout se mélangeait. Sommeil interrompu de réveil glacé à cause d'une climatisation forcenée. Après un grand crème tartine dégusté en lisant l'équipe, Julien avait rejoint à pied la butte, le lieu de l'enfance. Il était à peine 11h, il faisait chaud. Assis sur les marches, menant au parvis du Sacré-Cœur, Julien n'en revenait pas de se retrouver au milieu d'une foule si dense. Dans son dos, la basilique, la meringue boursouflée érigée en hommage au bourreau de la commune. Et le souvenir lui revenait de son père chantant dans la salle de bain « Ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte ». Face à lui, le paysage gris-pierre du maelstrom parisien. Sur les 2 espaces dédiés entourant les marches, le parvis et la rue du Cardinal Dubois, un flot ininterrompu d'hommes et de femmes nés en l'air, à la recherche du temps passé, espérant peut-être une apparition d'Amélie Poulain. Les pièces de 2 € nourrissaient les longues vues, pointées comme des périscopes pacifiques sur les falaises parisiennes. Les selfies succédaient aux vidéos dans le continuum sonore, bariolé et syncopé des langues étrangères tressées les unes aux autres. Plus loin, quelque part dans une rue adjacente, on jouait une rengaine à l'accordéon, archi connue, mais sur laquelle Julien n'arrivait pas à mettre de titre. Et tout autour de lui, en haut, en bas des marches, partout la chaleur réverbérait à l'envi. Nappe brûlante et invisible. Pastel électrique. Bientôt, un enfant pourrait dessiner la butte sous un feu ardent, accablé de flammes, de spirales de feu issues du ciel uniformément bleu. Peut-être ajouterait-il un dragon en serrant de ses griffes la coupole de la basilique et crachant lui aussi un feu expiatoire. Un bleu outrageant. Absolu. À 37 ans, Julien avait eu le temps de connaître les joies, les jouissances, les peines et les douleurs infinies. Aujourd'hui, il rencontrait le bleu absolu, celui des temps modernes, inquiétant. Une jeune femme, vraisemblablement allemande, Bayern, Mainland, brodée bleu et blanc sur son sac à dos, assise à quelques centimètres de Julien, les joues déjà cramoisies et au bord du malaise, venait de vider le contenu de sa gourde sur sa nuque. Un sourire de soulagement fugace illuminait maintenant son visage supplicié. Elle le regarda, effarée, et lui exprima sa compassion muette. Julien retrouvait le quartier de son enfance dans ce qui semblait vraiment être un moment d'agonie. Rien n'avait encore disparu, ni même bougé, mais tout paraissait moins grand, moins impérieux, moins nécessaire. La ritournelle faisandée de l'accordéon ne l'enchantait plus. L'herbe rase des talus en pente n'incitait plus aux roulades, aux baisers volés à la cousine.
Et comment jouer aux barricades au milieu de tous ces gens? Au Guilvinec, même au plus chaud de l'été, l'océan faisait toujours l'aumône d'au moins une demi-brise. Tandis qu'ici, les immeubles, au pied du funiculaire comme saisis, arrêt sur image quand la pellicule est coincée et commence à cramer. Le projectionniste peut toujours se lamenter, le film n'ira pas au bout. Paris, ville incrédule et tétanisée, en train de se lézarder, et le thym va fleurir sous les gouttières. Julien n'avait accepté de venir à l'enterrement de l'oncle que pour revoir sa grand-mère, Thérèse, qu'il savait diminuer depuis la mort de son fils. Il l'aimait bien, la très vieille mamie Thérèse, et aurait du bonheur à la prendre dans ses bras. Les occasions de lui dire son affection ne seraient plus si fréquentes. Mais demain, retour à la maison, et il y fera bon. Une seule nuit chez les vieux, où maman fera la bolognaise en quantité industrielle, où papa, encore triste d'avoir enterré son frère, demandera « Et le boulot, ça va ?» Puis, à la fin du repas, servira la prune, dans les petits verres en cristal. Une soirée famille, où personne ne posera de questions sur Dominique et où tout ce qui ne sera pas dit sera assourdissant. Alors oui, vite, demain matin, Montparnasse, 10h53. Retour vers l'ouest, avenue du Port. Loin de la famille, de la mort et des enterrements, loin du non-dit, loin des vagues de pierre, mais au bord du vrai océan. L'hôtel avait besoin de son copropriétaire, et il avait besoin de Dominique. Julien eut le sentiment que la jeune touriste mourait d'envie de lui parler. Et comme il avait du mal à envisager cette perspective, il lui adressa un Filchpass blasé assorti d'un sourire amical, se leva, arrima son petit sac de voyage à l'épaule et se fraya un passage parmi les touristes assis sur les marches jusqu'à la rue en contrebas. Il s'engagea sur sa droite pour rejoindre le square Nadar, petit jardin poussiéreux de son enfance, en lévitation entre les rues Azaïs et Saint-Éleuthère. Poussiéreux mais idéal pour jouer au Tour de France à billes. Ce pauvre square sans grâce était pour Julien la vraie raison de son pèlerinage mémoriel. Au mois d'août 94 ou 95, avec Rivière et Dédé Delchère, ses copains du collège Yvonne Le Tac, à l'aide d'un double décimètre cassé, ils avaient quotidiennement tracé sur le sol poudreux les 20 étapes du Tour. Remportées dans la vraie vie une fois de plus par Induren, l'extraterrestre. 20 étapes sur 20 jours, 20 tracés différents, avec classement d'étapes, classement général, maillot vert, maillot à pois et meilleur jeune. Rendez-vous était pris tous les jours, après la piscine et le goûter, pour s'affronter accroupis sur un nouveau trajet, plus ou moins roulant, plus ou moins sinueux et tourmenté. Les trois copains devaient, à coups de pichenette, chacun faire avancer le long du circuit 5 billes en terre représentant 5 coureurs de leur choix. Julien avait élaboré un règlement de la compétition complexe mais rigoureux, agrémenté de pénalités de retard, de bonifications sprint, et les joueurs étaient à la fois coureurs et commentateurs, Marco Pantani et Patrick Chen. Quand Julien avait-il été plus heureux? Il avisa la statue, tout de suite à l'entrée du square. Elle n'existait pas du temps de son enfance montmartroise. Un jeune homme en habit du XVIIIe siècle, tricorne sur la tête, main dans les poches, droit dans ses guêtres et allant son chemin, sourire aux lèvres. Julien, qui pourtant avait grandi précisément rue du Chevalier de la Barre, à 2 pas du square, ne connaissait pas l'histoire du supplicié à l'âge de 19 ans, tel que décrit sur le piédestal de la statue, et se promit d'en chercher les détails dimanche dans le train du retour. Julien regardait le bronze, le mouvement arrêté du jeune homme qui avait l'air si heureux de vivre, et un grand sourire triste tentait d'éclairer son visage. À 19 ans, il allait comme le Chevalier de la Barre, jeune garçon insouciant, main dans les poches, sans se retourner. Mais à 19 ans, Julien n'avait pas été supplicié.
Il s'était juste fâché avec ses parents, Jérôme et Antoinette, et c'est lui qui leur avait infligé le supplice. Julien, c'était l'enfant surdoué qui ne veut rien faire de ses dons, qui ne veut pas les monnayer, l'enfant insolent, ingrat, aveugle, égoïste, l'enfant sauvage, le désespoir de ses parents. Quand on est bachelier à 16 ans, quand on est capable d'apprendre une langue étrangère en 6 mois, quand la physique quantique ne semble pas vous poser plus de problèmes qu'une simple équation d'algèbre, quand vos profs vous couvent et baies d'admiration devront vous faciliter, quand on est chaudement recommandé par le proviseur d'Henri IV qui, grâce à son entre-gens, vous obtient une bourse exceptionnelle, on ne refuse pas de partir à Harvard. Non seulement Julien avait rejeté toute idée d'études supérieures en France ou sur la Lune, mais du jour au lendemain, et sans prévenir ses parents, sinon par un simple mot sur le frigo insolemment écrit en anglais « Don't worry about me, be happy », il avait quitté le domicile paternel pour rejoindre une communauté agricole dans les Cévennes, à Aujac, infinitésimale demi-tête d'épingle sur la carte du monde. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il apprit par sa sœur Isabelle la dépression sévère qu'avait causé son départ à Antoinette. Il eut beau s'en vouloir et le regretter sincèrement, le mal était fait et le pardon de sa mère, Sylvain, fut long à émerger. Les relations reprirent tant bien que mal entre le fils et ses parents, mais le contentieux familial de l'enfant sauvage n'allait pas tarder à de nouveau s'alourdir. Un jour de marché, à Bessèges, Julien croisa le regard de Dominique. Le soir même, ils firent l'amour dans son combi Volkswagen et de ce jour ne se quittèrent plus. Dominique avait 25 ans de plus que Julien, quasiment l'âge de ses parents, et déjà des fils blancs dans la barbe. Antoinette et Jérôme ne reçurent le couple porte d'Auteuil que 2 petites fois après leur rencontre et toujours dans une ambiance tendue. Les parents de Julien acceptèrent tout de même d'aider financièrement le couple quand les amants cévenols, lassés des faibles revenus générés par leur petite exploitation en permaculture et les hivers trop rudes sous les châtaigniers, décidèrent de reprendre l'hôtel du port au Guilvinec, d'où était originaire Dominique. Peu après l'achat de l'hôtel, Antoinette et Jérôme firent une fois le déplacement en Bretagne, où ils distillèrent leurs conseils, elle sur la décoration des chambres, lui sur la gestion entrepreneuriale, qu'écouta poliment Julien. Ce jour-là, Dominique visitait opportunément un fournisseur à Quimper. Aujourd'hui, le prêt des parents est remboursé, les incompréhensions et les rancœurs disparaissent peu à peu. Le temps fait son œuvre, à son rythme lent de blues immarcessible. Aujourd'hui, Julien est là pour enterrer un oncle qu'il ne connaissait pas. Il est là pour enfin ne pas déroger, lui qui a tant renâclé à l'ordre familial. Il est là pour assurer ses parents de son amour, pour câliner une dernière fois sa grand-mère, saluer ses sœurs, ses cousines, ses cousins, et faire rapidement la connaissance des nouveaux venus dans la famille. Il est là pour retrouver la sensation de l'enfance, et peut-être comprendre pourquoi tout s'est trop vite gâté. Le gamin supplicié a-t-il eu le temps de comprendre, lui? Julien sait qu'il ne reviendra pas avant longtemps et s'applique à emmagasiner les sensations et les images pour les raconter à Dominique. Demain, il lui expliquera que finalement, sous l'ombre bienvenue des arbres, c'est la même désolation poussiéreuse, que rien n'a changé depuis 30 ans et qu'on n'échappe pas à qui nous a fait enfants sauvages ou non. Les bancs à la peinture écaillée sont les mêmes qu'il y a 30 ans, et de gros chiens à poils ras grattent toujours le sol aride sous le regard impatient de leurs maîtresses respectives. Il ajoutera pour l'anecdote qu'à l'autre extrémité du square se dresse un pigeonnier dont il ne se rappelait pas la présence. Au siècle dernier, les pigeons ne bénéficiaient pas d'hébergement d'urgence.